Bienvenue à tous. Avec une population estimée à 1,2 milliard d'individus en 2017, l'Afrique pourrait compter en 2050 2,5 milliards de personnes, une croissance démographique impressionnante qui interroge quant aux capacités du continent à assurer l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce contexte, l'agrobusiness apparaît comme une meilleure opportunité, mais qui n'est pas sans défi. Nous en parlons sur ce plateau avec Ephrem Koutoumnan. Vous êtes économiste et agro-entrepreneur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan, un plaisir pour moi après quelques années hors du plateau. Merci M. Koutoumnan. On a toujours présenté le secteur agricole comme un secteur porteur. Est-ce qu'on a tort quand on parle comme ça? Évidemment, en sortant ce matin, tu as mangé avant de venir. Évidemment, on ne peut que compter sur l'agriculture. L'agriculture togolaise aujourd'hui, c'est 3,6 millions d'hectares emblavés pour. C'est 70% au moins de la population qui est occupée à nous faire manger aujourd'hui. C'est 40% au moins du PIB national. Il y a de quoi se dire, écoute, on ne peut pas dormir là-dessus. On ne peut pas dormir là-dessus pour parler de l'importance de ce secteur. Et face au défi de l'autosuffisance alimentaire en Afrique, l'agrobusiness se dresse comme une solution incontournable. Quel regard portez-vous sur ce secteur dans votre pays, le Togo? Tout à fait, au Togo, comme je le disais, c'est quand même 40% du PIB. C'est vrai, nous avons les produits miniers à l'export aujourd'hui, mais c'est quand même une contribution à l'économie nationale et à la balance commerciale. Et aujourd'hui, nous devons aller au-delà de cela et renforcer. Certes, il y a des véhicules d'accompagnement technique et financier de l'État, et nous devons encore aller au-delà pour renforcer ce secteur qui est prioritaire dans cette période de crise d'ailleurs. Est-ce que nous tirons suffisamment profit du potentiel qu'il regorge, ce secteur? Beaucoup. Déjà que tu as fait ton café le matin, j'espère que c'est le café de Palimé, de Kouma. Et nous tirons profit, mais nous devons aller au-delà. Transformer nos produits. Nous devons créer de la valeur ajoutée. C'est la valeur ajoutée qui apporte de la ressource à l'économie. Au lieu d'exporter directement, nous devons les transformer localement. Alors, qu'est-ce que cela représente comme défi aujourd'hui, la transformation des produits sur place? Disons, en termes de transformation, c'est vrai, il y a beaucoup d'initiatives en la matière à travers certains véhicules de l'État, des véhicules de financement, entre autres le MIFA, l'Agence nationale de promotion et de garantie des PME-PMI, le FAIEJ, beaucoup d'instruments pour un temps soit peu promouvoir. J'insiste, promouvoir, parce que ils n'ont pas finalité de financer, mais c'est créer des champions qui puissent inspirer les jeunes aujourd'hui, qui crient au chômage partout, et transformer nos produits. Je donne un exemple palpable. J'avais entre-temps initié un projet de jus. Je n'avais pas de financement. J'ai fait simple. La dame, il y avait une boutique en face de moi, j'ai acheté le pain de singe à crédit. Il a dit je vais le payer. Mais j'ai fait le jus. Mais en payant, je lui ai permis de vendre mon jus conditionné dans sa boutique. C'est une chaîne de valeur créée de façon circulaire et instantanée. Je me suis fait du revenu. Alors, des exemples comme celui que vous donnez sur ce plateau, on pourrait allonger la liste. Est-ce que ceux qui sont porteurs de ces projets bénéficient de l'accompagnement qu'il faut? Je crois très bien aujourd'hui qu'avec les initiatives de l'État, comme je parlais tantôt du MIFA, du FAEJ, de l'ANPGF, mais également de l'Agence de transformation agricole qui a été récemment créée par l'autorité, qui aujourd'hui accompagne. Mais avant tout, pour entreprendre, comme on dit, entreprendre, prendre entre. C'est-à-dire prendre quand même sa responsabilité de dire je veux faire. Il ne suffit pas de dire qu'il y a du financement pour y aller en fait. Donc ces initiatives viennent accompagner. Et au-delà de ça, je parle aujourd'hui en termes de mécanisme de levée de fonds.
il y a les mécanismes financiers, mais il y a un instrument très palpable. Si tu as foi en ton projet, il y a le love money, ce que nous appelons un parent qui croit en toi. Donc, créer cette personnalité en vous d'abord, c'est du leadership. Avant d'aller chercher l'argent, on va vous le donner. Oui, mais vous le dites, on peut les trouver, ceux qui se lancent dans ce secteur, mais qui abandonnent en si bon chemin. Quel problème rencontrent-ils? Je crois qu'ils ne croient pas en leur projet. C'est vrai, c'est pas facile. Si c'était facile, en fait, tout le monde le ferait. Et je prends souvent l'exemple de nos frères Aya, qu'on appelle tantôt Bénignon. Nos frères Aya, ce sont ceux qui découvrent les milieux les plus reculés. Il y a la solidarité en communautaire qu'ils ont développé. Ils s'installent, ils sont avant-gardistes, ils sont dans les milieux où c'est pas facile du tout. Mais le gars est capable d'aller chercher du glaçon à 15-20 km pour venir te créer ton bar dans son village là-bas. Quand on va au champ, ils sont là-bas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui échouent, c'est le manque de solidarité entre eux. Non, la solidarité est un facteur. Mais par rapport à la personne elle-même, c'est la résilience, le courage. Le courage et la détermination, qui sont des facteurs importants et déterminants qui caractérisent en fait le profil entrepreneur. Réduire les risques, accroître la productivité, telle est l'équation à résoudre lorsqu'on se lance dans ce secteur d'agrobusiness. Quels sont les paramètres à évaluer avant de se jeter à l'eau? Ça fait beaucoup de paramètres. La mitigation de risques, elle vient de partout. Comme l'assurance. La mitigation de risques vis-à-vis de ce qu'on veut entreprendre, elle est un peu complexe et ce n'est pas une science exacte, l'entrepreneuriat. C'est vrai, il y a les méthodes de recherche, comme on appelle, dans l'effectuation, qui est une méthode de recherche pour caractériser l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, qui ne peut pas être traité de science exacte. Mais, comme je le disais tantôt, les premiers paramètres, d'abord, c'est la volonté de faire. Et c'est un indicateur qu'on ne peut pas évaluer facilement. Mais quand on veut le faire, on y va. Donc, on ajoute cela le courage, parce que ça c'est clair. Entrepreneur, tu peux te retrouver à 10-15 millions le jour. Regarde, on ne bouffe pas l'argent qu'on investit. C'est sur la rentabilité qu'on joue. Donc, sois prêt à manger à 2 février, mais sois prêt en même temps à te taper du gari une soirée. Voilà, donc c'est le courage, la détermination et surtout la résilience. La résilience, c'est que tu peux te retrouver entre la pluie et la sécheresse en fait. Voilà. Monsieur Koutoumna, l'agro-business digital est un secteur aujourd'hui émergent dans d'autres pays, avec la mise en œuvre de plusieurs projets. Dans quelle mesure le numérique peut aider à faire développer votre secteur? Merci bien Gaëtan. Effectivement, le digital, le numérique globalement, c'est un outil dont on ne peut plus se passer à cette ère. C'est un outil qui vient en fait impacter mieux ce qu'on fait déjà. Aujourd'hui, quand tu veux faire de l'épandage d'engrais sur un hectare, ou bien pour faire du sarclage sur 1 hectare, ça coûte, à part les intrants, ça coûte le travail. Mais aujourd'hui, avec le numérique, avec les drones aujourd'hui, on peut épander 1 hectare en moins de 2 heures au lieu d'une journée de travail. Ça ne fait pas chasser l'emploi. En fait, plutôt, c'est à l'acteur de ses capacités pour aller vers cela. Et je pense qu'il y a pas mal d'initiatives en la matière. Sommes-nous prêts à nous inscrire dans cette dynamique? Je pense qu'il y a déjà pas mal d'initiatives de connaissances sur la place qui font déjà et qui prestent des services. Aujourd'hui, le e-commerce. Le commerce, en fait, c'est ce qu'on vend. La dame de Wachi devant Niwal TV ici, aujourd'hui, avec le numérique, peut, en améliorant son branding, vendre son waché et le faire livrer grâce au numérique à Baguida.
Ce qui fait que ça augmente sa zone de chalandise, son potentiel client. Et c'est un aspect très important. Donc le numérique, c'est une réelle valeur ajoutée et nous y travaillons également à travers certains projets sur lesquels nous sommes. Alors, vous y travaillez et ces startups qui se sont spécialisés dans ce numérique, adaptés au secteur agricole, ont de l'avenir? Absolument, absolument. Et je réitère les paramètres les indicateurs que j'ai cités, la résilience, parce que l'écosystème, il y a beaucoup de travail qui est fait avec l'appui de l'État et certains partenaires en développement qui permettent aujourd'hui d'initier, d'appuyer l'écosystème, donc l'environnement entrepreneurial et numérique, et appuyer maintenant les porteurs de projets, les startups du numérique. C'est pas facile dans notre écosystème, c'est pas facile, mais il y a beaucoup d'initiatives en la matière. Mais j'aime à le dire à beaucoup qui sont dans le numérique, qui me sollicitent, je lui dis écoute, tu dis tu vas créer, il n'y a pas les moyens, tu vas commencer. Mais il faut d'abord se capaciter. Nous manquons énormément de ressources humaines en termes du numérique actuellement. Maintenant, pour ceux qui évoluent, il y a les impôts, ils disent les impôts vont gêner. C'est un peu une économie un peu différente de l'économie réelle. C'est ce que vous côtoyez, que vous formez dans le numérique, lorsqu'ils vous disent nous avons des problèmes de financement, n'est-ce pas une réalité? Parce que le défi lié au financement des projets, il est transversal. Yeah. Comment le relever lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat numérique? Il faut le dire, c'est pas facile parce que notre écosystème avec le paysage financier, les banques n'ont pas encore cet exercice, n'ont pas encore compris cet exercice de financement d'une start-up qui n'a pas un actif. Comme on dit aujourd'hui, quand je vends du wassa-wassa ou bien je vends du lubrifiant, et pour prendre un crédit ou un fonds de roulement en banque, il faut déposer une garantie hypothécaire ou une caution physique à 110% avant de le prendre. Mais une start-up qui n'a pas d'actifs, il n'a que du passif, parce qu'une start-up, c'est une entreprise avec zéro capital, en fait. Ils ne comprennent pas cela, mais je pense qu'avec notre expérience récente avec le MIFA, le mécanisme de financement agricole, où nous avons travaillé pendant quelques années avec l'État, à faire comprendre aux banques la nécessité de financer le secteur agricole. C'est le même problème, en fait. Et ils trouvaient le secteur assez risqué. Donc, ils ne mettent pas les moyens. Donc, nous devons travailler de façon agile, avec des méthodes agiles pour adapter et créer des produits financiers adaptés au secteur. Nous n'avons pas de choix, en fait. C'est comme la guerre de l'eau qui va commencer bientôt. Le numérique, si on a perdu l'étape de l'industrialisation, aujourd'hui, si on rate l'étape du numérique, c'est mal parti pour nous. On est unanime à dire qu'il faut changer de paradigme dans le secteur de l'agro-business. Alors, comment promouvoir les nouvelles techniques et technologies auprès de nos agriculteurs qui restent toujours accrochés aux vieilles pratiques de production? À la daba, comme on dit. Mais effectivement, en la matière, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives ces dernières années et du côté de l'État. Et nous avons l'agence de transformation agricole avec les centres d'innovation technologique dont la phase pilote doit être à Palimé, si je ne me trompe pas. Et je pense que ça va décupler. Nous avons les zones aménagées, les ZAP, pour permettre de remembrer un peu les terres. Mais au-delà de ça, nous avons l'agence au ministère de l'Agriculture, l'agence qui fait le conseil et l'appui technique, l'ICAT, qui appuie techniquement les producteurs en les organisant déjà en groupement et coopérative pour permettre la solidarité commune et tout ça. Je pense qu'il faut qu'on puisse renforcer cet aspect parce que l'aspect coopératif et solidaire est très important pour nos communautés qui constituent en grande partie les acteurs qui nous font vivre chaque jour et manger. Alors que nous assistons ou nous vivons la raréfaction des ressources en eau, quel type d'agriculture dans ce contexte de changement climatique qui impacte le secteur agricole?
Évidemment, nous sommes actuellement en train de nous résilier sur la résilience au changement climatique. La grande réserve d'eau, comme je dis, c'est la prochaine guerre. Les crises que nous vivons actuellement vont passer. Ce n'est que cyclique. Mais la grande guerre, c'est la guerre... crise de l'eau. Oui, la guerre de l'eau. La plus grande réserve d'eau en Afrique subsaharienne, c'est le Sahel. C'est le Mali, c'est le Burkina, et jusqu'en Mauritanie. La grande réserve d'eau souterraine, bien sûr. Et aujourd'hui, on n'a pas de choix. L'agriculture, c'est la terre, mais avant tout, c'est l'eau et l'énergie. Et si on ne maîtrise pas l'eau, on ne peut pas. La nature, vous voyez ce qui se passe dans les changements climatiques, et les saisons qui ne sont plus comme avant. On doit maîtriser l'eau aujourd'hui. On ne peut plus continuer par produire au gré des humeurs de Dame Nature. Non, en plus, sinon on va mourir de faim. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on puisse aller vers la maîtrise de l'eau, l'irrigation, avec de l'intelligence derrière. Aujourd'hui, j'ai ma ferme, peut-être à Bandi ou bien à Blita. Mon fermier, je ne suis pas sur place. Toi, tu as ta ferme. Tu n'es pas sur place, peut-être c'est pas évident qu'on puisse savoir à quel moment il faut arroser. Est-ce que nos plantes ont besoin de phosphore, de potassium? Nous avons quand même la carte de fertilité des sols que l'État a mis en place. Mais pour la programmation, c'est là la technologie intervient. Aujourd'hui, avec des capteurs intelligents, on peut automatiser avec ton téléphone, savoir que l'irrigation est prête, tu automatises l'irrigation pour permettre à la plante de donner de bons rendements. Et au-delà de ça, des capteurs qui peuvent aujourd'hui qualifier l'air ou la qualité du sol pour t'alerter depuis ton studio ici, pour te dire, ok, il manque de phosphore, bien, les intrants sont là, tu le mets dans la programmation de l'irrigation. Et tu as le résultat espéré. C'est ce que les banquiers ne maîtrisent pas et ils sont quand même feignants. Je suis d'accord avec eux. Alors, M. Koutoumna, vous qui assurez pour les particuliers la création et la gestion des fermes agricoles, quels conseils vous leur donnez? Alors, primo, la maîtrise de l'eau, pour commencer. Oui, évidemment. Merci beaucoup pour le clin d'œil. Nous avons ce projet de ferme que nous appelons Doudi. Doudi, ça veut dire le semis en langue thème. Doudi, dans le semis. Donc, nous concevons, créons, mettons en place et suivons des fermes agricoles dans une première phase et les rendre intelligentes, comme je le disais, où nous devons maîtriser tous les facteurs, dont les premiers, le foncier togolais, bon, ça c'est un autre exercice, l'eau, l'énergie, et maintenant les rendre intelligentes pour vous faire suivre. Mais avant tout, nous vous garantissons le marché. Parce qu'il faut vendre avant de produire. C'est ça aussi notre aspect. Il faut maîtriser le marché. Alors très rapidement pour finir, à M. Koutoumna, si vous aviez un mot de la fin, que diriez-vous? Très rapidement, quelques secondes. Merci bien Gaëtan. Je dirais, je vais marcher sur les pas d'un penseur Beaumarchais. Je dirais, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Et comme j'ai dit, capitaine Ephraim, capitaine d'industrie Ephraim. Merci, monsieur Ephraim Koutoumna, agro-entrepreneur. Merci d'être passé. Un plaisir. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.